La vie n'est pas un chemin lisse et agréable, elle ressemble plus à un champ de bataille où chaque jour tu te réveilles avec des épreuves que tu n'as pas demandées, mais que tu devras affronter malgré tout. Parfois ce sont des critiques déguisées en conseils, d'autres fois ce sont des émotions qui t'entraînent comme des tempêtes ou des situations qui te font sentir que tout est hors de ton contrôle. Et si tu n'apprends pas à gouverner ton esprit et ton âme, tu finiras par être un esclave de ce qui se passe à l'extérieur. Le stoïcisme n'est pas une théorie morte ni de jolies phrases à répéter, c'est un outil de guerre intérieure. C'est un bouclier pour protéger ta paix et en même temps une épée pour couper à la racine ce qui te vole ta liberté. Marc Aurèle le comprenait alors qu'il portait le poids d'un empire, Sénèque le pratiquait au milieu des intrigues et des trahisons, et Épictète le vivait même en étant esclave. Ils avaient clair que la seule chose qui est vraiment sous notre contrôle est notre façon de penser, de décider et d'agir. Cette vidéo ne cherche pas à t'envelopper d'un optimisme vide, mais à te montrer avec crudité et clarté comment les 15 leçons stoïciennes peuvent t'aider à renforcer ton esprit, à ne pas céder ta paix pour rien ni pour personne, et à vivre avec la seule liberté que personne ne peut te voler, la liberté émotionnelle. Parce que ce qui est en jeu ici n'est pas mineur, c'est ta vie, c'est ta dignité, c'est ta capacité à te lever face à l'adversité et à dire « Ils peuvent me frapper, mais ils ne pourront pas briser ma volonté ». Si tu es arrivé jusqu'ici, reste. Ce que tu apprendras ne sont pas de simples conseils, ce sont des armes que tu pourras utiliser tous les jours, dans n'importe quelle circonstance, pour cesser d'être une victime du chaos et devenir maître de toi-même. 1. Fais de ta langue une arme de sagesse, pas de destruction. Une épée mal dirigée peut ouvrir des chemins ou peut faire saigner celui qui la tient. La langue, bien qu'elle soit plus petite que n'importe quelle arme, a la capacité de construire des empires ou de les détruire en quelques secondes. Chaque mot qui sort de ta bouche est comme une lame. Il peut être utilisé avec précision et conscience, ou il peut déclencher un chaos impossible à contenir. Dans la vie quotidienne, nous ne mesurons pas souvent le pouvoir de ce que nous disons. Une réponse agressive au milieu d'une dispute, un commentaire chargé de sarcasme, une rumeur lancée sans réfléchir, tout cela laisse des cicatrices qui ne s'effacent pas avec le temps. Et c'est là que le stoïcisme nous donne un avertissement clair. Contrôle ta langue comme si c'était l'épée la plus dangereuse que tu possèdes. Marc Aurèle disait que ce que l'on dit doit être aussi mesuré que ce que l'on fait. La langue reflète l'état d'esprit. Si ton intérieur est dominé par la colère, l'insécurité ou la frustration, la première chose qui le révélera seront tes mots. Pense à ces moments où, aveuglé par la colère, tu réponds durement et regrettes ensuite. Ou à ces moments où, dans une tentative d'impressionner, tu en dis plus que tu ne devrais et finis par t'exposer de manière maladroite. Chaque fois que ta langue agit sans frein, c'est ton esprit qui perd la bataille. Être sage avec les mots ne signifie pas toujours rester silencieux. Cela signifie parler avec précision, avec fermeté et avec un but. Le silence peut être une arme puissante, mais la parole juste, dite au bon moment, avec la bonne intention, l'est aussi. Il ne s'agit pas de parler beaucoup, mais de parler mieux. Le stoïcien n'utilise pas la langue comme un fouet, mais comme une boussole qui oriente vers la vérité et la clarté. Pense à la vie quotidienne, une critique au travail, un conflit avec ton partenaire, une conversation inconfortable avec un ami. Dans tous ces scénarios, la réaction la plus courante est de se laisser emporter par l'émotion. Mais si tu arrives à t'arrêter une seconde et à te rappeler que ta langue peut être un poison ou un médicament, alors tu choisis en toute conscience. Tu n'as pas besoin de crier pour avoir raison, tu n'as pas besoin de blesser pour te défendre. En fait, lorsque tu contrôles ta langue, le véritable pouvoir se penche vers toi, car la plupart des gens ne savent pas le faire et finissent par être prisonniers de leurs propres impulsions. La maîtrise de la langue implique également de ne pas la gaspiller en choses inutiles. Les stoïciens insistaient pour éviter les conversations vides, les ragots ou les plaintes interminables. Chaque mot devrait avoir le poids d'une pierre solide, pas la légèreté d'une feuille emportée par le vent. À quoi bon parler des défauts des autres, perdre des heures dans des discussions futiles,
ou nourrir des ressentiments avec des mots qui ne font qu'approfondir les blessures. Lorsque tu t'entraînes à la sobriété verbale, tu commences à remarquer que les gens t'écoutent davantage, parce que chaque fois que tu parles, tu le fais avec intention et clarté. Fais de ta langue une arme de sagesse, non pas parce que le monde a besoin de plus de bruit, mais parce que ta paix intérieure en dépend. Une langue sans contrôle t'a servi au regret, au conflit et à la faiblesse. Une langue entraînée, en revanche, te rend digne de confiance, fort et respecté. Choisis chaque mot, comme si c'était le dernier coup que tu portes dans une bataille, car parfois une seule phrase suffit pour sauver ta dignité ou pour la condamner. La prochaine fois que tu ouvriras la bouche, souviens-toi que tu ne parles pas seulement pour le monde, tu parles aussi pour ton âme. 2. Maîtrise le chaos de ton esprit avant qu'il ne te domine. Un cheval sauvage peut entraîner son cavalier dans des ravins, briser des os et finir en tragédie. L'esprit sans contrôle est exactement cela. Une bête sauvage qui, si tu ne l'adresses pas, finit par te traîner vers le désespoir, la peur et l'anxiété. En surface, il peut sembler que tu es calme, mais à l'intérieur de toi, une tempête peut être en train de se déchaîner sans arrêt. Les pensées sautent sans ordre, les soucis se multiplient, les souvenirs se répètent comme un écho interminable et les scénarios futurs se peignent plus sombres qu'ils ne le sont réellement. Si tu n'es pas le maître de ton esprit, tu seras son esclave. Le stoïcisme enseigne que l'esprit est le véritable champ de bataille. Il ne s'agit pas de conquérir des terres, des richesses ou de la reconnaissance, mais de conquérir la capacité de décider ce que tu penses, comment tu interprètes ce qui se passe et quel sens tu donnes aux choses. Marc Aurèle a écrit que la vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Cela signifie que ta réalité ne dépend pas tant de ce qui se passe à l'extérieur, mais de la façon dont ton esprit traite ce qui se passe. Un esprit chaotique transforme un problème en catastrophe, mais un esprit entraîné transforme cette même situation en un défi qui renforce. Regarde ta vie quotidienne. Tu perds un objet, tu te disputes avec quelqu'un, tu reçois une critique, tu fais face à une dette. L'événement en lui-même peut être petit, mais ton esprit, s'il est indiscipliné, l'agrandit comme un monstre. Soudain, tu ne dors plus, tu manges avec anxiété ou tu réagis avec colère. Le problème n'est pas dans l'événement, mais dans ton incapacité à gouverner ce que tu penses de lui. Le chaos de l'esprit se nourrit de 3 poisons: la peur, l'inquiétude excessive et l'obsession de ce que tu ne peux pas contrôler. Et c'est précisément là que les stoïciens te montrent la sortie. Concentre-toi sur ce qui dépend de toi et lâche ce qui ne l'est pas. Maîtriser l'esprit ne signifie pas le faire taire complètement, car cela est impossible. Il s'agit de le former, de l'éduquer comme ce cheval sauvage, jusqu'à ce qu'il apprenne à répondre à tes ordres. Comment? D'abord, observe tes pensées. La plupart des gens ne sont même pas conscients de ce qu'ils répètent dans leur tête. Fais l'exercice de capturer ces phrases automatiques. Je ne peux pas, ça va sûrement mal se passer. Quelle injustice! Une fois que tu les détectes, elles n'ont plus le même pouvoir. Deuxièmement, remplace le bruit par la direction. Au lieu de répéter les peurs, choisis des pensées qui te renforcent. Cela dépend de moi, je peux apprendre de cela. Ce qui se passe ne me définit pas, ce que je fais me définit. Et troisièmement, pratique le silence intérieur. Consacrer quelques minutes par jour à la tranquillité, que ce soit par la respiration consciente ou la méditation, c'est comme nettoyer la poussière de l'esprit et permettre le retour de la clarté. La maîtrise de l'esprit est un entraînement quotidien, pas une réalisation en une seule fois. Chaque jour, de nouvelles distractions, de nouvelles préoccupations et de nouvelles peurs apparaîtront. Mais chaque fois que tu choisis de ne pas t'accrocher, chaque fois que tu mets des limites au chaos, tu renforces ta force intérieure. Et ce pouvoir, personne d'autre ne te le donne, tu le construis toi-même. Lorsque tu maîtrises ton esprit, tu cesses de réagir comme une marionnette aux circonstances et tu commences à agir comme un stratège qui décide du cours de sa vie. Le chaos externe existera toujours. Il y aura du bruit, des injustices, des pertes et des situations inattendues.
Mais si ton esprit est en ordre, rien de tout cela ne pourra te dominer. Maîtriser l'esprit, c'est conquérir la véritable liberté, car personne ne peut emprisonner celui qui a le contrôle de ses pensées. Souviens-toi de ceci, un ennemi externe peut te frapper, mais seul ton esprit peut te couler ou te relever. Fais-en ton allié, et tu ne seras plus jamais prisonnier du chaos. 3. Deviens le thermostat qui régule tes émotions. Un bateau en pleine tempête peut couler s'il se laisse emporter par chaque vague, mais il peut aussi rester stable si son capitaine sait ajuster le gouvernail et la voile intelligemment. Tes émotions sont ces vagues. Elles arrivent avec force, parfois inattendues, parfois violentes, et si tu n'apprends pas à les réguler, elles te feront sombrer dans la peur, la colère ou la tristesse. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, car les émotions ne disparaissent pas en les ignorant. Il s'agit d'apprendre à être un thermostat qui régule l'intensité, au lieu d'un simple thermomètre qui reflète ce qui se passe sans contrôle. Le thermomètre réagit à l'extérieur, change son niveau en fonction de la température de l'environnement. Le thermostat, en revanche, établit une valeur fixe et ajuste tout le reste pour la maintenir. La plupart des gens vivent comme un thermomètre. S'ils sont critiqués, ils se fâchent. S'ils reçoivent des éloges, ils sourient. Si les choses tournent mal, ils sombrent dans la frustration. Ils dépendent du climat extérieur pour définir leur état intérieur. Le stoïcien, en revanche, choisit d'être un thermostat. Il décide quel sera son niveau de calme, son niveau de force, et à partir de là, il régule ses émotions pour ne pas être prisonnier de ce que l'environnement dicte. Marc Aurèle, au milieu des guerres et des trahisons, se souvenait que le véritable pouvoir résidait dans le fait de ne pas être emporté par les passions. Sénèque avertissait que la colère est comme une folie passagère qui détruit plus celui qui la ressent que celui qui la reçoit. Et Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Tous pointaient vers la même vérité. Tes émotions n'ont pas à te contrôler, tu peux les gouverner. Dans la vie quotidienne, cela se reflète dans les choses simples. Tu te disputes avec quelqu'un de proche, et la première réaction est de hausser la voix, de lâcher des mots qui blessent, et ensuite de regretter. Tu ressens de la peur face à un changement, et ton corps se paralyse, même si tu sais que ce pas est nécessaire. Tu te fais trop d'illusions sur un résultat et, quand il n'arrive pas, tu tombes dans un abîme de frustration. Dans chaque cas, ton rôle a été celui d'un thermomètre, réagissant à la chaleur ou au froid du moment. La voie stoïcienne est de changer ce rôle et de décider « je régule ma réponse, je ne cède pas mon pouvoir à ce qui se passe à l'extérieur ». Être un thermostat ne signifie pas être de pierre, sans émotion. Cela signifie les ressentir, mais ne pas être esclave d'elles. Cela signifie utiliser la colère comme énergie pour agir avec fermeté, mais ne pas la laisser se transformer en violence. Cela signifie reconnaître la peur comme un signal d'alerte, mais ne pas permettre qu'elle paralyse ta volonté. Cela signifie profiter de la joie, mais sans attachement, sachant qu'elle passera aussi. C'est un équilibre dynamique, une régulation consciente dans laquelle tu te souviens toujours que tu es le capitaine du bateau, pas la tempête. Comment s'entraîner? D'abord, reconnais l'émotion quand elle apparaît. Nomme-la. Je ressens de la colère. Cela me fait peur. Ce simple acte de la nommer te donne de la distance. Deuxièmement, demande-toi si cela dépend de toi. Si ce n'est pas le cas, ramène ton esprit à ce que tu peux contrôler. Tes mots, ton action, ton calme. Troisièmement, rappelle-toi la conséquence. Avant de lâcher ta réaction, demande-toi, qu'est-ce que cela laissera après la tempête? Cette pause est la différence entre couler ou sortir plus fort. Quand tu apprends à réguler tes émotions, tu cesses de vivre comme un esclave des impulsions et tu commences à marcher avec la sérénité de celui qui sait que, quoi qu'il arrive à l'extérieur, à l'intérieur de toi, le calme persiste. Et ce calme n'est pas une faiblesse, c'est une force. Le véritable fort n'est pas celui qui crie, frappe ou explose, mais celui qui peut regarder la tempête et rester debout, avec le gouvernail ferme, guidant son bateau vers l'avant.
4. Laisse ta façon d'utiliser l'argent révéler ton véritable caractère. L'argent est comme le feu. Dans des mains sages, il réchauffe, éclaire et protège. Dans des mains imprudentes, il détruit, consume et laisse descendre. Ce n'est pas l'argent en lui-même qui détermine qui tu es, mais ce que tu en fais. Car l'argent a un pouvoir particulier. Il dévoile le caractère. Il peut montrer ta discipline ou ta faiblesse, ta générosité ou ton égoïsme, ton contrôle ou ton manque de direction. Tout comme un miroir reflète l'image de ton visage, l'argent reflète crûment l'état de ton intérieur. Le stoïcisme n'a jamais condamné la richesse ni glorifié la pauvreté. Ce qu'il remettait en question, c'était l'attachement, la dépendance et l'illusion que le bonheur réside dans le nombre de pièces que tu gardes. Sénèque, bien qu'étant un homme riche, enseignait que la véritable fortune n'est pas dans l'accumulation, mais dans le fait de nécessiter moins. Marc Aurèle avertissait que le luxe et l'ostentation étaient des pièges qui asservissent l'âme. Épictète, bien qu'esclave, rappelait que l'essentiel est ce que tu fais avec peu ou beaucoup. Dans tous les cas, le message est clair, l'argent est neutre, ce qui est décisif, c'est l'usage que tu en fais. Regarde ta vie quotidienne, tu gagnes un peu plus que d'habitude, et immédiatement la tentation de le dépenser en choses inutiles surgit, juste pour te sentir important. Ou tu accumules avec avidité, craignant de tout perdre, et dans ce processus, tu deviens prisonnier de ta propre peur. Ou pire encore, tu utilises l'argent comme outil de validation, croyant que ta valeur dépend de ce que tu peux acheter, montrer ou vanter. Dans ces scénarios, tu n'es pas le maître de l'argent. L'argent est ton maître. Le stoïcien propose une autre vision. Que l'argent soit un outil pour vivre avec dignité, pour soutenir ta liberté et pour pratiquer la vertu. Tu n'as pas besoin de le rejeter ni de l'idolâtrer, juste de le domestiquer. Comment? D'abord, en comprenant que chaque dépense est une déclaration de tes valeurs. Si tu utilises l'argent pour des vices, des excès, des achats impulsifs, tu montres clairement ce qui gouverne ton esprit. Mais si tu l'utilises avec modération, si tu l'investis dans ta croissance, dans ce qui est nécessaire pour soutenir ce qui est juste, alors ton argent parle pour toi. Deuxièmement, en reconnaissant que l'argent ne doit jamais t'acheter. Si tu sacrifies ta paix, ton intégrité ou ta dignité pour l'obtenir, alors ce que tu as n'est pas de la richesse, c'est de l'esclavage déguisé. Le caractère se renforce lorsque tu pratiques l'équilibre. Il ne s'agit pas de vivre comme un ascète qui rejette tout, ni comme un prodigue qui se vide en caprice. Il s'agit de voir l'argent comme ce qu'il est, un moyen, jamais une fin. Si tu as beaucoup, utilise-le avec sagesse. Si tu as peu, utilise-le avec intelligence. Dans les deux cas, la vertu n'est pas dans la quantité, mais dans l'attitude. L'argent révèle aussi ta capacité de discipline. Épargner n'est pas accumuler par peur, c'est se préparer à ne pas dépendre du hasard. Investir n'est pas risquer aveuglément, c'est faire confiance à ce qui apporte de la valeur. Dépenser n'est pas gaspiller, c'est choisir avec conscience. Et donner, quand c'est nécessaire, c'est montrer que ta richesse intérieure est plus grande que n'importe quelle somme sur un compte. Rappelle-toi que ce qui révèle ta relation avec l'argent ne sont pas les chiffres, mais la façon dont tu l'utilises. À la fin, tu peux tromper avec des mots ou des apparences, mais l'argent dévoile toujours qui tu es en silence. Ainsi, chaque pièce, chaque billet, chaque décision financière est un miroir de ton caractère. Fais en sorte que lorsque quelqu'un l'observe, il voit en toi la tempérance, la justice et le contrôle, non la peur ou la dépendance. Car l'argent, comme le feu, peut être ton allié ou ton bourreau. Et la différence dépendra toujours de la main qui le tient. 5. Forge ton destin avec la discipline de chaque jour. Un sculpteur ne crée pas un chef-d'œuvre en un seul coup, mais avec des milliers de petits coups patients sur la pierre. La discipline est ce marteau constant qui façonne ton caractère, qui donne forme à ton destin et qui transforme l'invisible en réalité. Peu importe combien ton talent est grand ou combien ton rêve est élevé, sans discipline, tout reste une illusion.
Il est facile d'imaginer, de planifier ou même de désirer. Mais seule l'action répétée, la constance quotidienne, transforme ces idées en quelque chose de tangible. Et le plus intéressant est que la discipline n'est pas un cadeau de la nature, c'est une décision qui se travaille tous les jours. Le stoïcisme place la discipline au centre de la vertu. Marc Aurèle, bien qu'empereur, s'obligeait à se lever tôt et à écrire ses méditations, se rappelant à lui-même qu'il devait vivre comme un homme juste et non comme un simple dirigeant. Sénèque répétait qu'aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il navigue, et que sans maîtrise de soi, la vie se disperse en désirs vains. Épictète, en tant qu'esclave, enseignait que l'homme libre n'est pas celui qui fait ce qu'il veut, mais celui qui se gouverne lui-même. Tous sont d'accord sur une chose: la discipline est liberté. Dans la vie quotidienne, c'est clair. Tu veux faire de l'exercice, mais tu repousses l'alarme et choisis le confort du lit. Tu veux économiser, mais tu succombes à la tentation d'une dépense inutile. Tu veux apprendre, mais tu cèdes des heures à la distraction. Chaque fois que tu choisis la facilité immédiate plutôt que l'effort conscient, tu livres ton avenir à la faiblesse. Et chaque fois que tu choisis le chemin difficile mais correct, tu sculptes ton destin avec fermeté. La discipline n'est pas la perfection, ce n'est pas ne jamais échouer. C'est se relever encore et encore, même quand tu tombes. C'est rester fidèle à ce que tu sais que tu dois faire, même si personne ne te voit et même si tu n'as pas envie. C'est respecter tes engagements envers toi-même comme s'ils étaient des serments sacrés. Parce que la vérité est que si tu n'es pas capable de t'obéir à toi-même, tu finiras par obéir à tout ce que le monde t'impose. Pratiquer la discipline, c'est entraîner l'esprit à résister à la tentation du plaisir immédiat. Cela signifie se rappeler que ce qui est important n'est pas ce que tu veux maintenant, mais ce que tu veux le plus. Chaque fois que tu choisis l'effort plutôt que le confort, tu renforces un muscle invisible qui, avec le temps, te donne un pouvoir que les autres confondent avec de la chance ou du talent. Ce n'est pas de la chance, c'est de la discipline accumulée. La clé est dans le quotidien. Tu n'as pas besoin de grands gestes héroïques, tu as besoin d'actions petites mais répétées sans relâche. Écrire une page par jour, économiser un montant fixe chaque semaine, s'entraîner même s'il pleut ou si tu n'as pas de motivation, lire même si tu es fatigué, te taire lorsque tes paroles n'apportent rien. Ce sont ces détails qui construisent le caractère. Avec le temps, la discipline cesse de se sentir comme un fardeau et devient ta nature. Ce qui était au début un effort se transforme en habitude, et ce qui était un sacrifice devient liberté. Forger ton destin avec discipline, c'est comprendre que l'avenir ne s'écrit pas demain, il s'écrit aujourd'hui, dans ce que tu fais et dans ce que tu décides. Il n'y a pas de raccourci ni de formule magique. Il y a de la constance, de la répétition et de la fermeté. Chaque jour est un coup de marteau sur la pierre de ta vie. Et même si tu ne vois pas toujours le résultat immédiat, aie confiance en ce que tu es en train de sculpter quelque chose qui se révélera un jour comme une œuvre solide et admirable. Parce que le destin n'est pas dicté par la chance ou les circonstances, il est dicté par ta discipline quotidienne. 6. Parle avec conscience et écoute avec présence. Une conversation peut être comme une rivière. Si tu parles sans conscience, tes mots ressemblent à un torrent débordant qui emporte la boue et les pierres, faisant du bruit mais laissant la destruction. Si tu écoutes sans présence, tu es comme un lit de rivière sec qui ne reçoit pas l'eau, incapable de nourrir ou de refléter ce qui se passe. L'équilibre est de transformer le dialogue en une rivière sereine et claire, où ce qui coule construit, connecte et renforce. Tes paroles et ton écoute ne sont pas des actes mineurs, ce sont des outils qui révèlent le niveau de maîtrise que tu as sur toi-même. Les stoïciens accordaient une grande importance à la façon de communiquer. Sénèque avertissait que celui qui parle trop sans penser perd le respect, parce qu'il confond le bruit avec la sagesse. Épictète insistait sur le fait que nous avons 2 oreilles et une seule langue pour nous rappeler que nous devons écouter plus que nous ne parlons.
Marc Aurèle, dans ses méditations, se rappelait constamment la nécessité de ne pas laisser la colère ou la vanité contaminer ce qu'il disait. Il comprenait quelque chose que beaucoup ignorent. Ce que tu dis et comment tu écoutes sont des reflets de ton caractère. Parler avec conscience signifie mettre une intention derrière chaque mot. Avant d'ouvrir la bouche, demande-toi, est-ce que cela apporte quelque chose ou est-ce que cela ne fait que remplir le vide? Est-ce que cela construit ou détruit? La plupart des gens parlent par impulsion, répondent avec colère, se plaignent sans cesse ou remplissent les silences par malaise. Ce n'est pas de la communication, c'est du bruit. La langue consciente cherche la clarté, la vérité et le respect. Cela ne signifie pas adoucir tout, mais dire ce qui est nécessaire de manière ferme et précise, sans gaspillage. Écouter avec présence est encore plus difficile. Nous sommes habitués à entendre pendant que notre esprit planifie quoi répondre, se souvient d'autre chose ou est distrait par le téléphone. L'écoute stoïcienne exige de la discipline. Arrêter de penser à soi-même et se consacrer entièrement au moment, en prêtant attention aux mots, au ton, voire au silence de l'autre. Quand tu écoutes vraiment, tu ne comprends pas seulement ce qui est dit, tu captes ce qui n'est pas dit. Et cette capacité d'attention profonde devient un avantage immense dans toute relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Dans la vie quotidienne, parler avec conscience et écouter avec présence peut transformer les conflits en accords, les malentendus en apprentissage et les relations superficielles en connexions authentiques. Une dispute de couple, par exemple, peut s'intensifier si tu ne penses qu'à te défendre, mais elle change radicalement si tu choisis d'écouter vraiment avant de répondre. Au travail, tu peux gagner du respect, non pas en parlant plus fort, mais en disant ce qui est juste avec clarté et en montrant que tu prêtes attention à ce que les autres apportent. L'erreur commune est de croire que communiquer est impressionner. La vérité est que communiquer en termes stoïciens, c'est exprimer la vérité sans fioriture et recevoir ce qui est étranger sans préjugés. La discipline ici consiste à contrôler les impulsions de parler pour parler et à entraîner la patience d'écouter jusqu'à la fin. Cela nécessite de l'humilité, car cela implique de reconnaître que tu ne sais pas tout et que chaque personne, même la plus simple, peut t'enseigner quelque chose si tu es ouvert à l'écouter. Parler avec conscience, c'est aussi choisir le silence quand les mots sont superflus. Souvent, le silence en dit plus, montre le contrôle, révèle la force. Tu n'as pas besoin de réagir à chaque provocation, ni de remplir chaque pause avec des phrases inutiles. Le silence conscient est le pouvoir, car il montre que tu maîtrises ta langue, et non l'inverse. Fais de tes conversations un terrain de vertu, que chaque mot que tu dises ait du poids, et que chaque écoute que tu fais ait de la valeur. Parce qu'à la fin, on ne se souviendra pas de combien de bruit tu as fait, mais de la clarté et du calme que tu as laissé avec ta voix ou ton attention. Ainsi, ta communication devient un pont solide, pas un champ de bataille, et toi quelqu'un dont la présence inspire le respect et la confiance. 7. Transforme la critique en carburant pour votre croissance. Le vent peut éteindre une bougie fragile, mais il peut aussi propulser avec force la voile d'un bateau qui sait où il va. La critique est ce vent. Pour certains, elle devient un coup qui les éteint, les blesse et les arrête. Pour d'autres, c'est l'énergie qu'ils utilisent pour avancer avec plus de détermination. La différence ne réside pas dans la critique elle-même, mais dans l'attitude avec laquelle vous décidez de la recevoir. Le stoïcisme enseigne que vous ne contrôlez pas ce que les autres disent ou pensent de vous, mais vous contrôlez ce que vous faites avec ces mots. Marc Aurèle se répétait que les hommes parleront toujours, jugeront et critiqueront, et que prétendre le contraire est lutter contre la nature humaine. Sénèque conseillait de ne pas se mettre en colère contre l'opinion des autres, car celui qui s'énerve montre qu'il dépend de l'approbation extérieure. Épictète résumait l'idée clairement: si quelqu'un te signale un défaut et que c'est vrai, corrige-toi. Si ce n'est pas le cas, ne lui donne pas d'importance.
Dans la vie quotidienne, la critique peut venir de partout. Un patron qui remet en question votre travail, un ami qui se moque de vos décisions, un membre de la famille qui dévalorise vos efforts. La réaction instinctive est de se défendre, de se justifier ou de riposter. Mais dans cette réaction, tout ce que vous montrez, c'est que vous vous sentez blessé et vulnérable. Le stoïcien, en revanche, voit la critique comme une opportunité. Si elle est vraie, elle lui sert de miroir pour se corriger. Si elle est fausse, il la laisse passer sans qu'elle affecte sa paix. Transformer la critique en carburant implique de former l'esprit à la voir comme un outil, pas comme une menace. Demandez-vous toujours, y a-t-il quelque chose de vrai dans ce que je peux utiliser pour m'améliorer? Même les critiques mal intentionnées peuvent révéler des faiblesses que vous ignoriez. Au lieu de vous laisser abattre, utilisez-les comme un guide pour renforcer ces domaines. Et si vous découvrez que la critique n'est que du bruit, alors ignorez-la comme celui qui laisse passer le vent entre ses doigts. Cette indifférence n'est pas une faiblesse, c'est du contrôle. De plus, apprendre à recevoir les critiques avec calme vous rend plus fort aux yeux des autres. La plupart se décomposent ou se mettent en colère, mais celui qui écoute avec sérénité et répond avec clarté démontre une force intérieure que peu possèdent. Cette attitude ne protège pas seulement votre paix, elle inspire aussi le respect, car elle révèle que votre valeur ne dépend pas des mots des autres. Rappelez-vous toujours que les critiques ne vous définissent pas. Ce qui vous définit, c'est ce que vous faites avec elles. Vous pouvez les laisser vous briser ou vous pouvez les utiliser comme un élan pour grandir. Vous serez comme la bougie qui s'éteint ou comme le bateau qui avance. Le choix, toujours, est le vôtre. 8. Aime et vis librement à travers le détachement conscient. Un oiseau peut avoir des ailes fortes, mais s'il est attaché par une corde invisible, il ne connaîtra jamais le ciel. C'est ainsi que nous sommes lorsque nous vivons accrochés à des personnes, des choses ou des situations que nous croyons indispensables. Nous nous convainquons que sans elles, nous ne pouvons pas être heureux, et nous finissons par être esclaves de ce que nous disons aimer. Le détachement conscient ne signifie pas froideur ni indifférence. Cela signifie apprendre à aimer sans chaîne, à profiter sans posséder, à vivre sans peur de perdre. Le stoïcisme est clair. Tout ce que tu as est emprunté. Ta famille, ton partenaire, tes amis, tes biens, même ton propre corps, tôt ou tard, seront arrachés par le temps ou par la vie. Prétendre le contraire est se tromper. Marc Aurèle le répétait dans ses méditations, « Rappelle-toi que tout ce que tu aimes est mortel ». Il ne le disait pas pour déprimer, mais pour enseigner à apprécier en pleine conscience, sans tomber dans l'illusion de l'éternité. Le détachement n'annule pas l'amour, il le purifie. Quand tu aimes depuis la possession, tu cherches à contrôler, à exiger et à retenir. La peur de perdre transforme l'amour en anxiété. Mais quand tu aimes depuis le détachement conscient, tu sais que rien ne t'appartient et que chaque moment partagé est un cadeau. Tu profites plus parce que tu ne le prends pas pour acquis et tu souffres moins parce que tu comprends que ce qui s'en va n'a jamais vraiment été à toi. Dans la vie quotidienne, cela se voit clairement. Celui qui s'accroche à une relation qui ne donne plus de paix finit par se perdre lui-même. Celui qui vit en fonction des objets matériels se retrouve pris dans une course sans fin pour toujours vouloir plus. Celui qui dépend de la reconnaissance des autres pour se sentir précieux ne trouve jamais de stabilité. Le détachement conscient coupe ses chaînes, non pas pour t'éloigner du monde, mais pour que tu puisses le vivre librement. Le pratiquer exige de se rappeler la dichotomie stoïcienne du contrôle. Tu ne peux pas décider combien de temps tu auras quelqu'un dans ta vie, mais tu peux décider comment tu l'apprécies pendant qu'il est là. Tu ne peux pas contrôler que la richesse ou la santé reste, mais tu peux décider de vivre avec dignité même si elle manque. La clé est de tenir tout avec les mains ouvertes, jamais fermées. Ce qui est avec toi, profites-en. Ce qui s'en va, laisse-le partir. Le détachement conscient renforce aussi ta paix intérieure. Quand tu comprends que tu n'as pas besoin de tout contrôler pour être heureux, l'anxiété de la perte se brise, et cette tranquillité devient ta véritable richesse.
tu peux aimer intensément sans peur, parce que tu sais que ta valeur ne dépend pas de retenir, mais de vivre pleinement chaque instant. L'oiseau qui coupe la corde ne perd rien, il gagne le ciel. De même, quand tu apprends à vivre avec détachement, tu découvres que tu n'es pas moins pour lâcher prise, tu es plus libre, plus authentique et plus fort. L'amour cesse d'être une prison et devient un vol, et dans ce vol, ton âme trouve la paix qu'aucune chaîne ne pourra te donner. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre site. Se réveiller est comme ouvrir la porte d'une maison que vous avez laissée seule toute la nuit. À peine entré, vous vous retrouvez avec des voix qui parlent en même temps. L'une vous rappelle ce que vous n'avez pas fait hier, une autre vous crie ce que vous devriez faire aujourd'hui, et une autre murmure des peurs sur l'avenir. C'est ainsi que commence la matinée pour beaucoup, avec un chaos mental qui semble impossible à faire taire. Et sans vous en rendre compte, vous êtes déjà épuisé avant même de poser les pieds sur le sol. C'est le véritable coup de la surréflexion. Transformez votre esprit en un marché bruyant, où personne n'écoute et tous réclament votre attention. Les stoïciens le savaient, l'esprit a besoin d'ordre, pas de bruit. Vous n'avez pas besoin de 10 pensées qui se battent dans votre tête. Vous avez besoin d'une qui marque la direction. Vous n'avez pas besoin de dépenser de l'énergie dans des scénarios qui n'existent même pas. Vous avez besoin de vous entraîner à distinguer ce qui est entre vos mains de ce qui ne le sera jamais. Parce que si vous ne décidez pas quelle voix écouter, ce bruit décide pour vous. Et alors, votre journée commence gouvernée par la confusion. La première bataille ne se livre pas au travail, ni dans la rue, ni avec les autres. La première bataille est interne et se produit au réveil. Si vous ne la gagnez pas là, ce qui suit sera en montée. Mais si vous prenez le contrôle dès que vous ouvrez les yeux, si vous apprenez à mettre le silence là où il y a du désordre et la direction là où il y a du chaos, vous avez déjà commencé la journée avec une victoire. Et celui qui commence avec une victoire ne s'arrête pas devant n'importe quel obstacle. C'est pourquoi aujourd'hui, nous n'allons pas nous perdre en de jolis mots ni en conseils vides. Allons à l'essentiel, à ce que vous pouvez appliquer dès demain. 8 pratiques stoïciennes conçues pour que vous repreniez le contrôle de votre esprit, pour que chaque aube cesse d'être un champ de bataille perdu et devienne l'opportunité de commencer fort, clair et serein. Et écoutez bien, ce n'est pas pour que vous y pensiez, c'est pour que vous l'exécutiez. Parce que la discipline ne se construit pas en rêvant, elle se construit en agissant fermement dès le premier souffle de la journée. 1. Fais de ta première respiration ta victoire silencieuse. Imagine que ton réveil est comme entrer dans un colisée. Il n'y a pas de public, pas de bruit, pas d'ennemi visible. Le seul adversaire est en toi. Ton propre esprit, prêt à te lancer des pensées comme des pierres, à te rappeler des erreurs, à exiger des réponses qui n'existent pas encore. Et juste à ce moment, avant que le bruit ne commence, tu as une arme aussi simple que puissante, ta respiration. L'air qui entre et sort de tes poumons est ta première victoire, car c'est la seule chose que tu peux vraiment contrôler quand tout le reste semble incertain. Les stoïciens le comprenaient. Le contrôle commence par le plus basique. Sénèque disait qu'une grande partie de nos angoisses ne proviennent pas de ce que nous vivons, mais de ce que nous imaginons. Et cette imagination débordante doit être domptée dès le premier instant de la journée. Comment ? En reprenant le contrôle avec une action aussi élémentaire que personne ne peut te l'enlever, inspirer et expirer consciemment. Ce n'est pas un acte biologique quelconque, c'est un acte de domination. C'est dire à ton esprit, je décide de commencer en calme, pas en chaos, fais l'essai. Dès que tu ouvres les yeux, avant de regarder ton téléphone, avant de penser à ce que tu dois faire, concentre toute ton attention sur cette première respiration. Sens l'air entrer, se dilater dans ta poitrine, puis comment il est libéré. Fais-le 3, 4, 5 fois, calmement, mais avec détermination. Ce n'est pas un rituel mystique, ni une pratique vide. C'est le signe le plus clair que, même si ta tête essaie de te traîner dans un tourbillon, tu as la capacité de t'arrêter et de marquer ton rythme. Chaque respiration consciente est comme un bouclier invisible contre la surpensée.
Pourquoi? Parce que l'esprit ne peut pas être dans 100 pensées en même temps si tu l'obliges à se concentrer sur une seule, l'air. À ce moment-là, les soucis se dissipent. Le passé et le futur cessent d'exister. Il ne reste que le présent, il ne reste que toi en contrôle. Et cette sensation, même si elle ne dure que quelques secondes, est un rappel brutal que ton pouvoir n'est pas dans le bruit, mais dans la domination interne. Tu veux arrêter de commencer tes journées fatigué, anxieux ou frustré. Commence par cette petite victoire. Le stoïcisme enseigne que la discipline ne vient pas de grandes actions, mais de petits actes répétés jusqu'à ce qu'ils deviennent une habitude. Ta respiration consciente au réveil est une déclaration de guerre contre la surpensée. Tu n'as pas besoin de parler, tu n'as pas besoin de le crier, tu n'as pas besoin que personne ne l'applaudisse. Elle est silencieuse, invisible pour les autres, mais transformatrice pour toi. Et voici le plus important. Si tu es capable de contrôler ta première respiration, tu envoies un message direct à ton inconscient. Tu lui dis que ce ne sera pas la peur, ni l'anxiété, ni le doute qui dicteront ta direction. Tu lui dis que c'est toi qui commandes. Et cette décision, prise en quelques secondes seulement, change la façon dont tu affronteras tout ce qui vient ensuite. Rappelle-toi ceci, les grandes batailles sont gagnées avec un premier signal. Ton signal est cette respiration consciente. Fais-en une habitude, transforme-la en ta victoire silencieuse chaque matin. Parce que si tu maîtrises ce moment, tu es un pas de plus vers la maîtrise du reste de la journée. 2. Choisis la pensée qui déterminera ta direction. L'aube est comme un carrefour. Devant toi s'ouvrent des centaines de routes possibles, mais ton esprit, sans discipline, a tendance à te pousser toujours vers les sentiers les plus sombres. L'inquiétude pour ce que tu n'as pas fait, la peur de ce qui n'est pas encore arrivé, le doute de savoir si tu seras capable. Et voici la vérité inconfortable. Si tu ne choisis pas ta première pensée, quelqu'un d'autre le fera. Ce sera l'habitude, ce sera l'anxiété, ce sera le bruit d'un monde qui ne se repose jamais. Et si tu laisses cela se produire, ta journée commence gouvernée par la confusion. Le stoïcisme est clair. Ton esprit est un cheval sauvage. Tu peux le laisser t'entraîner dans le précipice de la surréflexion, ou tu peux prendre les rênes et le diriger là où tu veux aller. Marc Aurèle l'a écrit avec une brutalité claire. La vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Qu'est-ce que cela signifie? Que ta journée, ton énergie et même ton humeur dépendent de la première pensée que tu décides de nourrir. Pas celle qui apparaît par inertie, mais celle que tu choisis fermement. Fais l'essai. Dès que tu te réveilles, avant que ta tête ne devienne un essaim de voix, arrête-toi et dis « Quelle sera ma première pensée aujourd'hui ?» Elle peut être aussi simple que « Aujourd'hui, je me concentre sur ce qui est entre mes mains » ou « Aujourd'hui, je fais un pas en avant, même s'il est petit » ou « Aujourd'hui, je choisis le calme plutôt que l'anxiété ». Peu importe la phrase exacte, ce qui compte, c'est le choix conscient. Parce que choisir une pensée, c'est choisir une direction, et une direction choisie volontairement est toujours plus forte qu'une direction entraînée par le hasard. L'erreur de la plupart des gens est de se réveiller en mode automatique. Ils vérifient leur téléphone, regardent les nouvelles, lisent des messages et laissent le premier impact externe déterminer le ton de toute la journée. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'ils remettent le gouvernail de leur bateau entre des mains étrangères. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils vivent avec de l'anxiété, pourquoi ils se sentent perdus, pourquoi la surréflexion les dévore. La réponse est simple, parce qu'ils n'ont jamais décidé, parce qu'ils ont laissé les autres choisir pour eux. Tu ne peux pas contrôler ce qui va se passer dans 10 heures, ni les mots que quelqu'un d'autre dira, ni les circonstances qui se présenteront sur ton chemin. Mais tu peux contrôler la première idée que tu plantes dans ton esprit. C'est ton terrain, ton champ de bataille. Et si tu choisis de semer la clarté plutôt que le bruit, la direction plutôt que le chaos, le calme plutôt que l'anxiété, ta journée aura une base solide sur laquelle avancer. Les stoïciens ne cherchaient pas à remplir l'esprit de pensées positives superficielles.
Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides comme un écho sans sens. Il s'agit d'une pensée utile, rationnelle, concrète, qui fonctionne comme une boussole, une que tu peux te rappeler pendant la journée lorsque la tempête apparaît. Cette pensée n'est pas un ornement, c'est une arme. Et si tu la choisis bien, elle te donnera de la force dans les moments où le bruit tentera de te renverser. Alors demande-toi chaque matin, quelle sera ma première pensée ? Et ne la laisse pas au hasard. Écris-la si nécessaire, répète-la si nécessaire, mais choisis-la fermement. Parce que la différence entre une journée gouvernée par l'anxiété et une journée guidée par la clarté commence à cet instant. Rappelle-toi ceci, ne pas contrôler ta première pensée, c'est comme donner les clés de ta maison à un inconnu. Choisis-toi, commande-toi, décide-toi. Parce que la direction de ta journée commence par la direction que tu donnes à ton esprit dans cette première minute. 3. Vide ton esprit sur le papier et retrouve ton calme. Ta tête au réveil est comme un verre débordant d'eau. Chaque goutte qui tombe sont des tâches en attente, des peurs, des souvenirs, des doutes. Et avant que tu t'en rendes compte, tu es déjà submergé de l'intérieur. Tu essaies de tout organiser mentalement, mais tout ce que tu réussis à faire, c'est sentir que le verre déborde encore plus. C'est là qu'intervient la pratique stoïcienne, vider l'esprit sur le papier. Il ne s'agit pas d'écrire pour être poète, ni de tenir un journal parfait. Il s'agit de libérer le poids mental qui t'écrase, pour que tu arrêtes de porter ce qui est inutile. Pense à ceci. Les pensées non écrites sont comme des ombres qui se multiplient. Plus tu les gardes en toi, plus elles semblent grandes. Mais quand tu les mets sur papier, elles deviennent visibles, concrètes, gérables. Elles ne sont plus des monstres invisibles qui te poursuivent, mais des mots que tu peux lire, analyser et décider quoi en faire. Marc Aurèle le pratiquait dans ses méditations. Il écrivait ses pensées chaque jour, non pas pour les publier, mais pour se rappeler à lui-même ce qui était important, ce qu'il devait lâcher et ce qu'il devait tenir. Cet exercice était sa façon de rester debout, même au milieu de la tempête. Fais-le simplement. Dès que tu te réveilles, prends un cahier et écris sans filtre ce que ton esprit te lance. J'ai peur de ne pas atteindre mes objectifs. Je suis préoccupé par ce qui s'est passé hier. Je ne veux pas affronter cette conversation. Écris tout sans fioriture. Ce déchargement est comme ouvrir une valve qui libère la pression interne. Soudain, ce qui semblait insupportable se réduit à quelques lignes d'encre. Il ne te contrôle plus, parce qu'il n'est plus enfermé dans ta tête. Les gens qui pensent trop ont tendance à être pris dans un cycle de répétitions internes. Encore et encore, les mêmes phrases, les mêmes scénarios, les mêmes peurs. C'est comme un écho interminable dans une grotte. Mais le papier brise l'écho, parce qu'en le mettant sur papier, ton esprit comprend qu'il n'a plus besoin de le répéter. De l'espace se libère. Et dans cet espace naît le calme, la clarté, la possibilité de décider. Ne sous-estime pas la puissance de cet acte. Tu peux penser « qu'est-ce qui change ?» en écrivant quelques phrases. Tout change. Parce que ce n'est pas la même chose de se plaindre mentalement de tes problèmes que de les voir devant toi en mots. Le problème écrit perd son déguisement de géant. Tu le regardes et tu dis « ça, je peux le résoudre. Ça ne dépend pas de moi. Ça, je dois le lâcher. » Et dans cette analyse se trouve l'essence du stoïcisme. Différencier ce qui est sous ton contrôle de ce qui ne l'est pas. En le faisant chaque matin, tu transformes ton cahier en un terrain d'entraînement mental. Un espace où tu n'es pas la victime de la surréflexion, mais son observateur. Tu décides quelles pensées méritent ton énergie et lesquelles ne le méritent pas. Tu choisis où concentrer ta force et quoi laisser aller. Ce n'est pas de la magie, c'est de la discipline. Fais-en partie de ton rituel. Tout comme tu respires et choisis ta première pensée, décharge aussi le bruit sur le papier. Tu n'as pas besoin de plus de 5 minutes. L'important n'est pas la quantité, c'est la constance. Avec le temps, tu remarqueras que ton esprit se réveille plus léger, moins anxieux, plus clair, parce qu'il sait qu'il a chaque jour un endroit pour vider ce qui le tourmente. Rappelle-toi ceci,
Le papier ne te juge pas, ne te contredit pas, ne t'humilie pas. Il ne reçoit que ce que ton esprit ne peut pas porter seul. Fais-en ton allié. Chaque mot que tu écris est un poids de moins dans le sac à dos que tu portes. Et plus tu marches léger, moins la surréflexion aura de pouvoir sur toi. 4. Réveille ton corps pour faire taire le bruit de l'esprit. La surréflexion est comme une radio allumée à plein volume. Dès que tu ouvres les yeux, ton esprit commence à te crier des tâches en attente, des peurs et des scénarios futurs qui n'existent pas encore. Et la plupart des gens font l'erreur d'essayer de faire taire cette radio avec plus de pensée. Mais le secret réside dans quelque chose de beaucoup plus simple, bouger le corps. Parce que lorsque tu réveilles ton corps, tu forces ton esprit à se taire. Les stoïciens le savaient bien. Pour eux, la philosophie n'était pas un discours vide, c'était un entraînement de vie. Et une partie de cet entraînement résidait dans le corps. Épictète disait que tu ne pouvais pas séparer la discipline de l'esprit de la discipline du corps. Pourquoi ? Parce que ton énergie mentale dépend en grande partie de ce que tu fais physiquement en commençant la journée. Si tu restes immobile, emmêlé dans les draps, ta tête devient un terrain fertile pour les doutes. Mais si tu te lèves et actives ton corps, le bruit mental perd de sa puissance. Je ne parle pas de devenir un athlète, ni de suivre des routines impossibles. Je parle d'utiliser ton corps comme un outil pour mettre l'esprit à sa place. Cela peut être aussi simple que de faire des respirations profondes avec mouvement, de t'étirer intensément, de faire quelques pas fermes dans ta chambre, de faire des pompes, de sauter, ce que tu veux, mais fais-le avec décision. Le mouvement est un message. Je suis déjà là, j'ai déjà pris le contrôle, je ne resterai pas coincé dans des pensées stériles. Pense à l'anxiété. Comment se manifeste-t-elle ? Avec un corps agité, avec de la tension dans les muscles, avec une respiration accélérée. Et que se passe-t-il lorsque tu bouges le corps de manière consciente ? Cette énergie accumulée se libère. Ce qui semblait être un tourbillon mental commence à se dissiper parce que le corps a déchargé ce que l'esprit ne pouvait pas traiter. C'est comme ouvrir une vanne pour que l'eau cesse de déborder du barrage. Chaque matin, tu as deux options. Rester prisonnier dans ton lit en regardant comment ton esprit fabrique des tempêtes, ou te lever et entraîner ton corps pour qu'il soit ton allié. Celui qui reste immobile pense trop. Celui qui bouge pense mieux. C'est la différence. Et si tu en fais une habitude, tu verras comment tes matins changent complètement. Le stoïcisme insiste sur le pouvoir de l'action sur la passivité. Il ne sert à rien de tourner en rond sur ce que tu devrais faire si tu ne fais pas le premier pas. Et ce premier pas, littéral, peut être ce qui brise le cycle de la surréflexion. Parce que le mouvement entraîne une vérité. Tu n'es plus un spectateur de ton esprit, tu es un acteur de ta propre vie. Ne sous-estime pas cette pratique. Tu pourrais penser qu'elle est trop basique, que comment quelques étirements ou quelques pompes vont faire taire le bruit dans ta tête. Mais rappelle-toi, ce qui est simple est ce qui fonctionne. Le corps est la porte la plus rapide vers la tranquillité d'esprit. Quand tu le bouges, tu l'actives, tu le secoues, tu forces ton esprit à s'aligner. Parce que l'esprit suit le corps plus que tu ne l'imagines. Fais de cette habitude ton signe de domination. Dès que tu te réveilles, ne donne pas le temps à l'esprit d'inventer des excuses. Lève-toi, respire profondément, bouge avec force. Que ton corps soit le premier rappel que c'est toi qui commandes, pas le bruit. Parce qu'un corps éveillé est une arme silencieuse contre la surréflexion, et chaque matin, tu peux l'utiliser à ton avantage. 5. Aiguise ton attention en te demandant ce qui est entre tes mains aujourd'hui. Ton esprit au réveil ressemble à un archer au milieu d'une bataille. Il a un carquois plein de flèches, mais s'il tire dans toutes les directions, il ne touche rien. C'est ainsi que la plupart des gens commencent leur journée, en dépensant de l'énergie au hasard, en se souciant de ce qui ne dépend pas d'eux, en imaginant des futurs impossibles à contrôler et en portant des souvenirs qui n'ont plus de solution. Le résultat est évident, ils se fatiguent rapidement, mais ils n'avancent pas. Le stoïcien, en revanche, choisit un seul objectif. Il tend la corde, vise calmement et tire avec précision. Cette précision naît d'une question clé.
Qu'est-ce qui est entre mes mains aujourd'hui? Cette question n'est pas un ornement philosophique, c'est une stratégie de guerre. C'est ce qui t'empêche de gaspiller ta force dans des batailles que tu ne peux pas gagner. Parce que lorsque tu vises bien, chaque flèche compte, chaque décision et chaque action deviennent plus fortes, plus efficaces, plus à toi. Épictète le disait clairement, « Occupe-toi de ce qui dépend de toi, lâche ce qui ne dépend pas de toi. » Cela semble simple, mais c'est une arme contre la confusion et la surréflexion, faisant partie de ta routine. Dès que tu te réveilles, avant que le bruit ne t'emporte, demande-toi fermement, « Qu'est-ce qui est sous mon contrôle aujourd'hui ?» Peut-être est-ce de garder son calme au milieu d'un problème, peut-être est-ce de remplir une tâche en suspens, peut-être est-ce de prendre soin de ton corps. Écris-le si nécessaire, mais marque-le comme ton objectif. Cette clarté est comme viser la cible. Tu arrêtes de tirer des flèches dans le vide et tu concentres toute ta force sur ce qui compte vraiment. Celui qui ne pratique pas cela vit comme un archer maladroit. Il dépense de l'énergie, tire sans direction et finit par se frustrer parce qu'il n'obtient rien de concret. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il pense trop. Il répète des scénarios dans sa tête, se lamente pour ce qu'il n'a pas fait, s'inquiète pour ce qu'il ne peut pas faire. C'est ainsi que l'esprit sans discipline transforme la journée en défaite avant même de commencer. En revanche, lorsque tu choisis de concentrer ton attention, un changement brutal se produit. Le problème n'est plus un monstre invincible, mais une cible concrète. Ce qui semblait accablant se réduit à des étapes claires. Et avec chaque flèche que tu touches, ta confiance grandit. Non pas parce que tu contrôles tout, mais parce que tu contrôles ce qui t'appartient. C'est l'essence du pouvoir stoïcien. Ne pas dominer le monde, mais se dominer soi-même. Imagine ce que signifie vivre chaque matin avec cette discipline. Il ne s'agit pas d'effacer les soucis d'un seul coup, mais de ne pas les laisser te gouverner. Chaque fois que tu répètes cette pratique, tu entraînes ton esprit à choisir avec précision où concentrer son énergie. Et cette pratique, accumulée avec le temps, transforme ton attention en une arme tranchante, impossible à émousser. Rappelle-toi que ton attention est limitée. Tu ne peux pas dépenser toutes tes flèches sur ce qui n'est pas entre tes mains, car alors tu arriveras à la fin de la journée vide et sans accomplissement. Le stoïcien le comprend. Peu importe combien de batailles il y a, ce qui compte, c'est celle que tu choisis de combattre. Et cela commence par la question de chaque matin. Qu'est-ce qui est entre mes mains aujourd'hui? Fais de cette question ton arc et ta flèche. Ne te lève pas sans viser, parce que celui qui tire au hasard vit épuisé, mais celui qui vise avec clarté conquiert la journée. 6. Anticipe la tempête et entraîne-toi à rester calme. La journée ne commence pas toujours tranquillement. Parfois, tu te réveilles et tu pressens déjà que des problèmes vont survenir, des conversations difficiles, des imprévus qui vont mettre ta patience à l'épreuve. Faire semblant que tout sera parfait est naïf. Les stoïciens n'étaient pas naïfs. Ils savaient que le monde ne va pas s'arrêter pour te donner la paix. C'est pourquoi ils entraînaient leur esprit à résister à n'importe quelle tempête. La clé n'est pas d'espérer que le chaos n'arrive jamais. La clé est de te préparer mentalement à l'affronter avec calme. Imagine que tu es un marin. Tu sais que la mer est imprévisible. Parfois, elle est douce. D'autres fois, elle se lève avec des vagues géantes. Le bon marin ne maudit pas l'océan quand le vent souffle parce qu'il avait déjà envisagé cette possibilité. Il a vérifié ses voiles, sécurisé son bateau et s'est entraîné à ne pas perdre le contrôle lorsque la tempête arrive. De la même manière, tu dois te lever chaque matin, conscient que les obstacles apparaîtront et prêt à les affronter avec sérénité. Marc Aurèle le pratiquait chaque jour. Avant de sortir de son lit, il répétait « Aujourd'hui, je vais rencontrer des gens ingrats, mal intentionnés, arrogants ». Il ne le faisait pas pour se rendre amer, il le faisait pour ne pas être surpris. Il savait que la déception naît de l'attente que tout se passe sans résistance. En anticipant la difficulté, il avait une longueur d'avance. Et quand la provocation arrivait, ce n'était plus un coup inattendu. C'était un entraînement supplémentaire pour sa force intérieure. Fais de même. Chaque matin, consacre quelques minutes à visualiser les obstacles possibles, non pas comme un pessimiste, mais comme un stratège. Pense,
Peut-être que quelqu'un critiquera mon travail, peut-être que je devrais attendre plus longtemps que prévu, peut-être qu'un problème inattendu surgira. Puis décide. Si cela se produit, je ne réagis pas avec colère, je réagis avec calme. Cette visualisation est un bouclier mental, parce que quand tu l'anticipes, cela ne te prend plus par surprise, et ce qui aurait pu être une tempête devient une simple pluie. La surréflexion naît souvent de la croyance que tout doit être parfait, et quand la réalité frappe, l'esprit s'effondre parce qu'il n'était pas prêt. Mais si tu entraînes ton calme avant que le problème ne survienne, l'impact est moindre. L'obstacle n'est plus un monstre qui détruit ta paix, c'est un test qui confirme ta discipline. C'est la différence entre celui qui réagit avec anxiété et celui qui répond avec sérénité. Le stoïcien ne se trompe pas avec des illusions. Il sait que la vie est dure, que les gens échouent, que les plans changent. Et c'est précisément pour cette raison qu'il entraîne son esprit comme un soldat entraîne son corps. Il anticipe le coup pour mieux le résister. Tu peux aussi le faire. Fais-en une habitude. Chaque matin, pense à ce qui pourrait mal se passer et décide comment tu agiras avec fermeté et calme. Ce n'est pas de l'obsession, c'est de la stratégie. Pense au boxeur qui monte sur le ring. Il ne s'entraîne pas en croyant que son adversaire ne le frappera pas. Il s'entraîne en sachant qu'il recevra des coups et en préparant sa résistance pour ne pas tomber. C'est ainsi que va la vie. Les coups viendront. Ce qui compte, ce n'est pas de les éviter, mais ta capacité à rester debout. Et cette capacité se renforce lorsque tu entraînes ton calme tous les jours. Rappelle-toi ceci. Il ne s'agit pas d'éliminer la tempête, il s'agit de ne pas te laisser emporter par la tempête. Ton pouvoir n'est pas de contrôler le monde, il est de te contrôler toi-même. Et si chaque matin tu t'entraînes à anticiper les défis, quand ils apparaîtront, tu seras déjà prêt. Le calme ne sera pas un cadeau, il sera ton entraînement transformé en force. 7. Lâche la charge de l'incontrôlable et marche léger. Imagine que tu te réveilles chaque matin et avant de faire un seul pas, tu as déjà un sac à dos sur le dos. À l'intérieur, il n'y a pas de pierre, mais des soucis qui ne dépendent pas de toi. Ce que les autres diront, ce qui peut échouer, ce qui n'a jamais été sous ton contrôle. Tu marches avec ce fardeau invisible et tu te demandes pourquoi la journée semble si lourde. La réponse est simple, parce que tu portes ce qui ne te concerne pas. Le stoïcisme nous enseigne qu'une grande partie de notre souffrance vient de la tentative de contrôler l'incontrôlable. C'est comme vouloir attraper le vent avec les mains. Plus tu essaies, plus tu ressens de la frustration. Épictète l'a dit clairement, ce qui ne dépend pas de toi, considère-le comme rien. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence. C'est comprendre que la vie apporte déjà assez de poids pour que tu décides en plus de porter ce que tu ne pourras jamais gérer. Fais une pause et pense. Combien de choses qui te préoccupent chaque matin sont vraiment entre tes mains? Peut-être le temps, la réaction de quelqu'un d'autre, l'opinion que quelqu'un aura de toi. Et quel pouvoir réel as-tu sur cela? Aucun. Mais tu continues à le porter comme si c'était ton obligation de tout résoudre. Ce n'est pas de la force, c'est de l'auto-tromperie. La surréflexion se nourrit de cette erreur, croire que tu peux tout maîtriser. Et plus tu essaies, plus l'anxiété se multiplie. Mais quand tu décides de lâcher l'incontrôlable, quelque chose change en toi. C'est comme enlever un sac à dos plein de pierres. Tout à coup tu marches plus léger, tu respires mieux, tu avances sans autant d'efforts. Non pas parce que le chemin est plus facile, mais parce que tu as cessé de porter un poids inutile. Les stoïciens ne niaient pas la difficulté de la vie. Ils savaient qu'il y aurait des injustices, des accidents, des pertes, des trahisons. Mais ils savaient aussi que perdre de l'énergie sur ce qui ne dépend pas de toi, c'est gaspiller la vie. La sérénité naît lorsque tu acceptes l'inévitable et concentres ta force sur ce que tu peux changer. C'est la différence entre vivre en victime et vivre en maître de ton destin. Pratique-le chaque matin. Fais une liste mentale ou écrite. Cela dépend de moi. Cela ne dépend pas. La première devient ta mission. Le second, tu le lâches. Ce n'est pas de l'apathie, c'est une stratégie. Parce que celui qui vit en fonction de ce qu'il ne peut pas contrôler finit par s'épuiser. Et celui qui lâche ce fardeau a de l'énergie
pour ce qui compte vraiment. Imagine que tu es un soldat au milieu d'une guerre. Tu ne peux pas contrôler le temps, ni la direction du vent, ni la volonté de l'ennemi. Mais tu peux contrôler ton entraînement, ton attitude, ta discipline. À quoi sert-il de perdre de la force en te plaignant du vent? Si tu as besoin de cette force pour tenir ton épée, il en va de même dans ta vie. Chaque matin, tu dois décider ce que tu portes et ce que tu laisses sur le sol. Marcher léger ne signifie pas marcher sans responsabilité. Cela signifie marcher avec la juste responsabilité, avec le poids nécessaire pour avancer, pas avec l'excès qui te freine. La vraie force n'est pas dans le fait de porter plus, mais dans le fait de savoir lâcher ce qui n'ajoute rien. Souviens-toi de ceci, la vie est trop courte pour passer tes matins à lutter contre ce que tu ne pourras jamais changer. Laisse aller, marche léger. Et chaque fois que tu le fais, tu pratiques la liberté la plus puissante qui existe, la liberté intérieure. 8. Plante de la gratitude au lever du soleil pour que ta journée fleurisse.